Copenhague, dans le quartier d'Österbro, se trouve l'Institut de physique théorique fondé par Niels Bohr en 1920. Pendant des décennies, ce lieu fut considéré comme la Mecque de la physique atomique. Les chercheurs du monde entier faisaient le déplacement à Copenhague pour collaborer avec Bohr et débattre de leurs idées sur la nature du temps, de l'espace et de la matière. Souvent, les discussions prenaient l'allure informelle d'une promenade dans le Falletparken, l'immense parc communal situé à l'arrière de l'Institut. Combien de pages importantes de l'histoire de la physique se sont écrites là, au milieu de ces arbres. D'après les mémoires de Werner Heisenberg, c'est au cours d'une balade nocturne et solitaire dans les allées du Falletparken qu'il élabora son chef-d'œuvre scientifique, le célèbre principe d'incertitude, qui stipule que les particules quantiques, contrairement aux objets du quotidien, ne peuvent pas posséder à la fois une position et une vitesse bien définies. Cette idée parut tellement étrange et révolutionnaire qu'Albert Einstein lui-même ne put s'y résoudre. Il tenta de réfuter le principe d'Heisenberg lors du plus célèbre congrès de l'histoire de la physique, la conférence Solvay d'octobre 1927, auquel participèrent 17 lauréats ou futurs lauréats du prix Nobel. Cette conférence fut le théâtre d'une bataille intellectuelle d'une rare intensité, où les tenants de la doctrine de Copenhague et les adversaires du principe d'incertitude s'affrontèrent autour de la nature de la réalité elle-même, le sens profond de la mécanique quantique. Après l'île d'Helgoland en Allemagne, notre voyage sur les traces d'Heisenberg nous conduit au Danemark, à Copenhague. L'Institut de physique théorique fondé par Niels Bohr un siècle auparavant porte désormais son nom, et il est émouvant de voir que son bureau, tel un sanctuaire, a été conservé en l'état. This interview is being filmed in Auditorium A, which is the venerable auditorium of this institute, the Niels Bohr Institute, which is where in the 1920s and 1930s, and also beyond that, all the important and famous physicists would have met. People from all over the world would come here to study with Bohr, to work together with Bohr, and within a few years, this really became the world center of theoretical physics. This is the storage area of the Niels Bohr archive. In these safes here, we have all of Niels Bohr's manuscripts, correspondence, and his family and personal effects. In this particular one, we have Werner Heisenberg's correspondence. It's one of the larger collections simply because Bohr and Heisenberg used to write to each other up to 2 to 3 times a day in some periods. Here we have the letter where Heisenberg is telling about how he's going to come back to Copenhagen for an extended period of time. Au début de l'année 1926, le vieux rêve de Werner Heisenberg devient réalité. Il a accepté de remplacer Hendrik Kramers en devenant le nouvel assistant personnel de Niels Bohr à l'Institut de Copenhague. Mais avant de rejoindre le Danemark, où il inventera bientôt le principe d'incertitude, le jeune homme de 24 ans doit donner une importante conférence à Berlin. À cette époque, l'Allemagne semble enfin s'extraire de ses difficultés d'après-guerre. Les nouvelles politiques monétaires ont jugulé l'inflation et relancé l'économie. Le 24 avril 1926, la République de Weimar
qui tente de sortir de son isolement diplomatique, signe un traité d'amitié avec l'URSS de Staline. 4 jours plus tard, Heisenberg démarre sa propre mission diplomatique. Il tente de rallier les ténors berlinois de la physique à la cause de la mécanique quantique, la nouvelle théorie qu'il a développée avec Max Born et Pascual Jordan, et dont Paul Dirac a également proposé une version indépendante. Die Universität Berlin galt damals als die Hochburg der Physik in Deutschland. Hier wirkten Planck, Einstein, von Laue und Nernst. Da ich die Träger der berühmten Namen nun zum ersten Mal persönlich kennenlernen konnte, gab ich mir große Mühe, die für die damalige Physik so ungewohnten Begriffe und mathematischen Grundlagen der neuen Theorie möglichst klar darzustellen. Und es gelang mir, besonders Einsteins Interesse zu wecken. Dans l'auditoire ce jour-là, il y a Max Planck et Albert Einstein, les grands-pères de la théorie quantique. C'est Planck qui a démarré la révolution du quantum en décembre 1900, en postulant que les échanges d'énergie entre la lumière et la matière étaient quantifiés, c'est-à-dire discontinus. Il a ainsi découvert une nouvelle constante fondamentale de la nature associée à cette quantification, le quantum d'action ou constante de Planck. 5 ans plus tard, Einstein avait donné une interprétation radicale à cette segmentation de l'énergie, en supposant que la lumière elle-même était composée de particules, des quantas de lumière qu'on appelle aujourd'hui des photons. Max Planck came up with a quantum of action that received the letter H, and which sort of enters all quantum equations, if you will. Latest with Einstein's paper from 1905 on the light quantum hypothesis, you could say that people were thinking about things being quantized, that is, energy only being exchanged in finite-sized packets and not sort of continuously, as you would assume in classical physics. Einstein avait écrit un article incroyable en montrant qu'il y a des propriétés de la lumière qu'on comprend mieux si on pense que la lumière est faite de particules. Donc, il y a une étrange confusion là, parce qu'on comprend très bien la lumière comme une onde, mais il y a des situations dans lesquelles elle se porte comme une particule. Bohr n'est pas présent à ce colloque berlinois de 1926, mais il est indubitablement le 3e grand-père de la physique quantique. En 1913, il avait appliqué la quantification de l'énergie à la matière elle-même, en supposant que les électrons en rotation autour des noyaux atomiques ne pouvaient se déplacer que sur certaines orbites d'énergie fixe, et pouvaient sauter discontinuement d'une orbite à l'autre, en absorbant ou en émettant un photon de lumière. C'est en découvrant les équations qui régissent le mouvement de ces électrons qu'Heisenberg avait mis fin à l'ère de la vieille théorie des quantas et avait ouvert la voie à l'ère de la mécanique quantique, plus fondamentale et plus précise. Mais ce faisant, il avait renoncé à donner une image intelligible de ce qui se passe à l'intérieur de l'atome. La notion de trajectoire continue avait disparu de ces équations, où subsistaient uniquement les étranges sauts discontinus de Bohr, les seuls pouvant être reliés aux quantités observables du mécanisme atomique, la couleur et l'intensité des raies spectrales. On a éliminé les orbites quand on n'avait plus confiance, on savait que ça n'avait plus vraiment de valeur représentative dans l'atome. Et au contraire, on a effectivement des grandeurs qui sont le plus près possible de l'observation, qui sont les intensités des raies spectrales, et donc des choses qu'on observe dans les sauts quantiques. Mais ça ne représente pas un mouvement à l'intérieur de l'atome. Comme ça, on a tout le concept de mouvement au sens intuitif a disparu. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement insolite. Planck et Einstein furent des révolutionnaires en leur temps. Mais face à l'abstraction et aux mathématiques étranges de la théorie d'Heisenberg, les deux hommes sont quelque peu décontenancés. Les équations de la mécanique quantique font intervenir des matrices, des tableaux carrés de nombres qui viennent remplacer les variables classiques du mouvement, comme la position et la vitesse.
Chaque case du tableau correspond à un saut quantique entre deux niveaux d'énergie. Les niveaux de départ et d'arrivée correspondent aux coordonnées de la case. Einstein bat mich nach dem Kolloquium, ihn in seiner Wohnung zu begleiten, damit wir über die neuen Gedanken ausführlich diskutieren könnten. Auf dem Weg dorthin erkundigte er sich nach meinem Studiengang und meinen bisherigen Interessen in der Physik. Als wir aber in der Wohnung angekommen waren, eröffnete er das Gespräch sofort mit einer Frage, die auf die philosophischen Voraussetzungen meiner Versuche zielte. Was Sie uns da erzählt haben, klingt ja sehr ungewöhnlich. Sie nehmen an, dass es Elektronen im Atom gibt, und darin werden Sie sicher recht haben. Aber die Bahn der Elektronen im Atom, die wollen Sie ganz abschaffen, obwohl man doch die Bahn der Elektronen in einer Nebelkammer unbemittelbar sehen kann. Können Sie mir die Gründe für diese merkwürdigen Annahmen etwas genauer erklären? Dans une chambre à brouillard, ou chambre de Wilson, des particules chargées, comme des électrons, peuvent faire condenser des molécules d'eau le long de leur passage. Le tracé d'une trajectoire est alors nettement visible. En physique classique, une trajectoire est définie par un ensemble continu de positions et de vitesses. Mais dans la théorie d'Heisenberg, vitesse et position sont remplacées par des matrices abstraites et la notion de trajectoire disparaît. Pour le jeune physicien, il n'y a pas vraiment de contradiction, car sa théorie s'applique au mouvement des électrons au sein des atomes, qui sont plusieurs centaines de milliers de fois plus petits que la plus petite bulle de condensation de la chambre. Que les trajectoires orbitales existent ou non à cette échelle n'a aucune importance, puisqu'elles sont de toute façon inobservables. Mais pour Einstein, une théorie fondamentale de la nature ne peut pas se baser uniquement sur des quantités observables. Qu'est-ce qu'elle en sait, la nature, de ce qui est observable ou non? La physique doit être objective. Elle doit décrire le monde tel qu'il est, et pas tel que nous le percevons. Malgré les critiques d'Einstein, et malgré l'abstraction extrême de l'algèbre des matrices, la mécanique quantique semble fonctionner à merveille. En quelques mois, les physiciens parviennent à résoudre de nombreux problèmes, qui étaient jusqu'ici hors de portée des théories classiques. La concordance avec les expériences semble parfaite, et Heisenberg est désormais perçu par ses pairs comme un jeune prodige de la nouvelle physique. Le digne assistant de Niels Bohr. They complemented one another well, right? So Heisenberg was razor sharp, really good at calculating things, whereas I would say Niels Bohr, he was more on the other end of the spectrum, where he would think long and hard about philosophical issues, conceptual issues, and then sort of have an intuitive understanding of the mathematics, but he was not the one who actually then did the mathematics. So that must have been of mutual benefit. Mais plus qu'une relation professionnelle, c'est une véritable amitié qui s'épanouit entre le maître danois et son jeune assistant. Les deux hommes partent souvent skier ensemble, et Heisenberg est régulièrement invité à la maison de campagne de Niels et Margaretha Bohr à Tisvilde. Keep in mind, he was very young. So in a way, he could still use a little bit of maternal and paternal affection, right? And that is what the Bohrs gave him. So I think it was a really close relationship. Ensemble, Bohr et Heisenberg travaillent d'arrache-pied à l'interprétation de la mécanique quantique et à sa dimension philosophique. Car une théorie physique, ce n'est pas seulement un édifice mathématique cohérent, c'est aussi une interprétation, un cadre conceptuel qui permet de donner du sens aux équations. Vous savez, la science en général progresse comme ça. Les gens ne comprennent pas tout de suite ce qu'ils font. Les grands découvreurs ne sont pas toujours, je dirais même, ils sont rarement les meilleurs interprètes de ce qu'ils ont découvert. C'est un peu comme en musique. Les grands compositeurs ne sont pas forcément les meilleurs interprètes de leurs propres œuvres. Résoudre ces questions devient d'autant plus pressant qu'une théorie concurrente vient de voir le jour. Une théorie basée sur les travaux d'un aristocrate français.
Intrigué par l'idée des quanta lumineux d'Einstein, Louis de Broglie avait supposé que si les ondes lumineuses pouvaient parfois se comporter comme des particules, alors réciproquement, les particules comme les électrons pouvaient parfois se comporter comme des ondes de matière. Particule, l'idée de la particule, c'est comme un petit caillou qui bouge, qui a toujours une position précise, qui bouge suivant une trajectoire. L'idée de l'onde vient des ondes de la mer, qui sont des entités qui sont pas des particules, qui sont diffuses dans l'espace partout. Quand vous lancez un caillou dans l'eau, vous allez avoir une onde, des ondes circulaires qui vont émaner du caillou que vous lancez dans l'eau. Vous voyez des ondes se propager à la surface de l'eau, ça c'est des ondes. Louis de Broglie, qui n'avait pas étudié physique, avait étudié autre chose, mais qui s'est passionné de la physique, il a une idée. Et il dit, finalement, si la lumière a un peu se comporte un peu comme une particule, peut-être les particules se comportent un peu comme lumière. Et il commence à faire une étrange description des particules comme des ondes. Schrödinger prend le résultat de Broglie et essaye de décrire l'électron attiré par le noyau de l'atome avec une onde de Broglie. Nous avons déjà utilisé l'image de la corde de piano pour décrire le mouvement périodique d'un électron autour de son noyau. D'après de Broglie et Schrödinger, l'analogie peut aller encore plus loin. L'électron n'est plus une particule oscillant comme une corde vibrante, il est une corde vibrante, une onde répartie autour de son noyau. Louis de Broglie n'a pas cherché une équation pour ces ondes. C'est Schrödinger donc, qui va donner une nouvelle équation et qui va montrer très vite en fait, qu'on peut obtenir une quantité de résultats de physique quantique à partir de cette équation-là. Avec son équation, Schrödinger peut calculer précisément la vibration de cette onde et donc la lumière qu'elle émet. Il retrouve alors le spectre correct de l'atome d'hydrogène, tout comme la théorie d'Heisenberg, Born et Jordan quelques mois avant lui. Moins d'1 an après la découverte des équations matricielles qui ont forgé la réputation d'Heisenberg, Schrödinger propose donc une théorie concurrente, mathématiquement plus simple, et dont les calculs donnent exactement les mêmes résultats. Comme si, après avoir passé des années à décrypter le langage des atomes, les physiciens se trouvaient à présent avec deux traductions correctes, mais radicalement différentes de ce même langage. Particules et discontinuité pour Heisenberg, onde et continuité pour Schrödinger, laquelle décrit vraiment la réalité. L'image physique est totalement différente. Pour Heisenberg, je ne dois pas me demander ce qui se passe là-dedans, dans l'atome, je peux me demander seulement ce que sort, l'ensemble des possibilités que je peux sortir. Pour Schrödinger, non, je peux très bien décrire ce qu'il y a dedans, il y a une onde, il y a une petite onde, et cette onde-là, à cause des équations qu'il satisfait, à cause de sa physique, produit les phénomènes typiques de l'atome. Alors c'est évident que la version de Schrödinger est plus attirante, parce que c'est plus visualisable. On a des ondes dans l'espace et dans le temps qui vont décrire les atomes. On a une image continue de la matière, on a des ondes tout à fait continues. Il n'y a plus de discontinuité. La discontinuité, elle est évacuée. Avec Schrödinger, il est de nouveau possible de se faire une image de ce qui se passe à l'intérieur de l'atome. Les électrons sont simplement des ondes, pas des particules au mouvement abstrait. Rapidement, les supporters de la théorie ondulatoire vont se multiplier, au premier rang desquels Einstein, qui n'avait pas caché son scepticisme devant l'approche matricielle. Tout le monde était content quand Schrödinger a fait son équation d'onde qui semblait être un peu plus porteuse d'une réalité physique concrète, entre guillemets, mais en fait bien plus que des matrices.
Heisenberg est de plus en plus désespéré de voir l'ensemble de ses collègues tourner le dos aux matrices. Lui-même n'hésite pas à utiliser le formalisme des ondes pour résoudre certains problèmes. Mais s'il confesse la simplicité mathématique de l'équation de Schrödinger, il réfute sa vision continue du monde atomique. Pour Heisenberg, la discontinuité de l'énergie est la preuve qu'il doit y avoir quelque chose de discontinu dans la description des atomes. De son côté, Schrödinger ne cache pas son aversion pour les sauts quantiques et les matrices, qualifiant ces notions de répugnantes. J'avais lu il y a longtemps le type d'amabilité que chacun sortait sur les mathématiques de l'autre en disant que c'était répugnant, que ça le rendait quasiment physiquement malade de voir des matrices. C'était assez drôle, l'utilisation d'hyperboles comme ça pour parler d'objets mathématiques comme si c'était des objets esthétiques en fait. En juin 1926, Heisenberg rentre passer ses vacances à Munich, la ville de sa jeunesse. Il n'était pas retourné en Allemagne depuis son installation à Copenhague 3 mois auparavant. C'est l'occasion de revoir ses parents, son groupe d'éclaireurs et son vieux maître d'université, Arnold Sommerfeld. Mais il y a un autre motif à ce voyage, un motif professionnel. L'université de Munich a invité Schrödinger à donner une série de conférences sur la mécanique ondulatoire. Pour Heisenberg, c'est l'occasion de rencontrer enfin son encombrant adversaire. So hatte ich Gelegenheit, Schrödingers Vortrag zu hören. Zu dem Seminar war auch der Leiter des Instituts für Experimentalphysik an der Universität München, Wilhelm Wien, erschienen, der sonst gegen die Sommerfeldsche Atommystik äußerst skeptisch eingestellt war. In der darauffolgenden Diskussion brachte ich meine Einwände vor. Insbesondere wies ich darauf hin, dass man mit Schrödingers Auffassung nicht einmal das Planck'sche Strahlungsgesetz würde verstehen können. Il va réussir à placer une question critique, naturellement, pour demander mais qu'est-ce que fait Schrödinger des phénomènes purement quantiques comme l'effet photoélectrique, ce que vous voulez, les trucs qui sont vraiment où on a du mal à expliquer sans des discontinuités. Mais en fait, Wien a carrément coupé la question pratiquement au milieu, le vieil ennemi de Heisenberg, Willy Wien, et il n'a pas pu s'exprimer et se défendre son point de vue, et donc il s'est fait remballer, quoi. Donc c'était une période très difficile, et donc il y a à ce moment-là vraiment un conflit qui va durer pendant 1 an ou un peu plus, entre les gens, les partisans de la discontinuité quantique et les partisans de la conception ondulatoire de la matière de Schrödinger. Heisenberg vient de perdre une première manche, humilié dans l'enceinte même de l'université où il a étudié la physique. Mais la victoire de Schrödinger sera de courte durée. Décidé à régler le conflit, Bohr l'invite à son tour à passer quelques jours à Copenhague auprès de lui et d'Heisenberg. I think the hope was that Bohr and Heisenberg could, to some extent, convince Schrödinger that he was on the wrong path and that he would side with them. But as we know, that never happened. It went to the point that the discussions got so intense that Schrödinger had to withdraw. He felt ill. He went to his bed. Actually, probably Niels Bohr's wife got up to him, brought him some cookies and some tea. And the idea was, because he had a fever, that he should rest and maybe continue the discussions the next day. But Bohr, and that's a typical character trait of Bohr, he couldn't let loose. So he actually followed him up to his room, sat on his bedside, and would continue for hours to talk and try to convince Schrödinger. Et moi, cette anecdote m'avait beaucoup plu encore parce que de voir à quel point il y a un engagement total de l'esprit et du corps, dont même la santé est mise en péril par les difficultés intellectuelles. But he made it very clear he felt like Bohr and Heisenberg had been very friendly to him, that their hospitality was great and so on, but the intensity of those discussions was maybe not something that Schrödinger was all too happy about.
And that's basically the only visit of Schrödinger's here, but a very important one. Yes. Les négociations ont échoué. Les deux hommes ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur la nature de la réalité quantique. Mais bien qu'ils continuent de réfuter la vision purement continue et ondulatoire de Schrödinger, Bohr commence à penser que la bonne interprétation de la mécanique quantique doit englober les deux approches, ondes et particules. À Göttingen, Max Born est du même avis, et il pense avoir trouvé la solution. D'après Schrödinger, si les ondes de matière nous apparaissent parfois comme des particules, c'est simplement parce qu'elles forment un paquet d'ondes de faible extension spatiale. Mais d'après son équation, si ce paquet subissait une collision, alors il devrait s'étaler dans toutes les directions de l'espace, comme un rond dans l'eau. Or, que ce soit les traînées de bulles dans les chambres à brouillard, ou les impacts scintillants sur les écrans de phosphore, toutes les expériences menées en laboratoire semblent indiquer que quand ils sont détectés, les objets quantiques sont bien localisés dans l'espace. Born en déduit que l'onde de Schrödinger n'est pas une onde de matière, mais une onde de probabilité, une fonction mathématique qui permet de calculer l'endroit où les particules ont le plus de chances de se trouver après la collision. C'est Max Born qui va donner la bonne interprétation physique de cette onde à laquelle Schrödinger était attaché, mais qui ne peut pas être conçue comme une onde telle qu'une onde sonore ou une onde lumineuse se déplaçant dans notre bon vieil espace. Elle a la représentation mathématiquement formelle d'une onde, mais ce n'est pas la description de l'état de mouvement d'un milieu sous-jacent. Et c'est Max Born qui va l'interpréter en termes d'onde de probabilité et qui va mettre le doigt sur la bonne façon d'interpréter la théorie quantique dans sa plus grande généralité. Donc, la fonction d'onde de Schrödinger, c'est une façon de calculer la probabilité. Ce n'est pas une chose en soi. C'est une information sur la probabilité de trouver la particule là. En général, les probabilités servent à décrire un système dont on ne connaît pas tous les paramètres. Par exemple, on dit que le résultat d'un jeu de pile ou face est aléatoire car il est difficile d'estimer le nombre de tours que va faire la pièce de monnaie avant qu'on ne la rattrape. L'aléatoire n'est alors qu'une approximation, un reflet de notre ignorance. Avec une meilleure connaissance du système, on pourrait prédire le résultat. Mais dans l'interprétation de Born, il est par définition impossible de prédire avec certitude le comportement des objets microscopiques. L'aléatoire quantique n'est alors plus une approximation. Il semble exister au cœur de la matière comme une loi de la nature. Pour Schrödinger, ces ondes de probabilité sont une inconcevable abstraction et un retour criminel à une vision corpusculaire de la matière. Because he believed everything was waves. So going back to particle ontology, as Born did, was completely nuts so it was complete nonsense to Schrödinger, who once said what the Göttingen people had done, so what Born had done was a Schweinerei, like an abomination. I don't know, what the best word in English would be for that, but really sort of something that cannot be. He called it a statistical abomination. It's something you cannot do. Résumons. Au cours de l'année 1926, deux visions du monde microscopique s'affrontent. La vision d'Heisenberg, peuplée de particules au mouvement discontinu, et la vision de Schrödinger, ondulatoire et continue. Mais tandis que les deux adversaires campent sur leur position, un nombre croissant de physiciens pensent qu'une synthèse doit avoir lieu et qu'une étrange forme de dualité onde-particule est nécessaire pour rendre compte de tous les phénomènes quantiques. Born pense avoir trouvé la bonne manière de traiter cette dualité. Pour lui, les objets quantiques sont des particules dont le comportement statistique est décrit par une fonction mathématique
ayant la forme d'une onde. À partir de cette interprétation statistique, Paul Dirac d'un côté et Pascual Jordan de l'autre ont proposé une nouvelle formulation de la théorie quantique, plus générale, qui utilise à la fois les matrices d'Heisenberg et l'équation d'onde de Schrödinger. Il va y avoir une synthèse mathématique de deux approches, de ce que Dirac lui appelle la théorie des transformations à l'époque, qui grosso modo correspond à la mécanique quantique moderne d'aujourd'hui. Mais cette nouvelle interprétation rend la situation plus étrange que jamais. Si la mécanique quantique est une théorie purement probabiliste, cela signifie qu'on ne pourra jamais connaître tous les paramètres des objets microscopiques. Peu importe l'avancée de nos connaissances, il restera toujours une zone d'ombre. En général, vous n'allez pas parler de position, vous allez parler d'une probabilité pour une particule d'être à un endroit. Donc, en ce sens, la mécanique quantique est probabiliste. Einstein avait prévenu Heisenberg que, selon lui, une théorie fondamentale de la nature ne pouvait pas se baser uniquement sur les quantités observables. Le voilà maintenant qui écrit à son ami Max Born pour le prévenir à son tour. Une théorie fondamentale de la nature ne peut pas être purement probabiliste. Dieu ne joue pas au dé. Et pourtant, à Copenhague, Werner Heisenberg s'apprête à découvrir les relations d'incertitude, qui vont définitivement inscrire les probabilités et les observations au cœur de la mécanique quantique. In den folgenden Monaten bildete die physikalische Deutung der Quantenmechanik das zentrale Thema der Gespräche zwischen Bohr und mir. Bohr kam oft noch spät abends in mein Zimmer und wir erörterten alle möglichen sogenannten Gedankenexperimente, um zu sehen, ob wir die Theorie wirklich schon vollständig verstanden hätten. Freilich konnten wir beide nicht verstehen, wie ein so einfaches Phänomen wie die Bahn eines Elektrons in der Nebelkammer mit dem mathematischen Formalismus der Quantenmechanik in Einklang gebracht werden könnte. Da unsere Gespräche oft bis spät nach Mitternacht ausgedehnt wurden und trotz der über Monate vorgesetzten Anstrengungen nicht zu einem befriedigenden Ergebnis führten, gerieten wir in einen Zustand der Erschöpfung, der in Anbetracht der verschiedenen Denkrichtungen auch manchmal Spannungen hervorrief. Au début de l'année 1927, épuisé par des mois d'intenses réflexions et de discussions sans fin avec son assistant, Bohr part faire du ski en Norvège et laisse Heisenberg seul à Copenhague. Ich konzentrierte meine Anstrengungen jetzt ganz auf die Frage, wie in der Quantenmechanik die Bahn eines Elektrons in der Nebelkammer mathematisch darzustellen sei. The starting point of that paper is really like sort of, can we get rid of the concept of a trajectory of a particle in quantum mechanics and things like that, because that's things that we think we observe, but like Heisenberg tries to sort of come to grips with to which extent we actually can observe them. Dans la chambre à brouillard, la trajectoire des électrons prend la forme d'une traînée de bulles infiniment plus large que l'électron lui-même. C'est ensuite notre cerveau, habitué aux phénomènes classiques et continus, qui relie les points et cherche à reconstruire une trajectoire. Nous oublions ce que nous observons réellement. Une succession discontinue d'événements mal définis, une suite de flashs dans la nuit. On observe dans une chambre de Wilson, c'est tellement évident qu'on ne se rend pas compte qu'on rajoute quelque chose, c'est une trajectoire. Mais en fait, si on supprime la notion de trajectoire et qu'on ne suppose pas qu'on relie les bulles qui apparaissent pour former une ligne continue, ce qu'on observe, c'est simplement une succession discontinue de positions qu'on n'a pas besoin de supposer liées entre elles. C'est cela qu'Heisenberg finit par comprendre à Copenhague,
un soir d'hiver 1927. Ce que l'on observe dans la chambre à brouillard, ce n'est pas une trajectoire continue, où la position et la vitesse d'une particule sont connues précisément à chaque instant. En réalité, on ne voit qu'une suite de positions et de vitesses approximatives, mal définies. Ce qui se passe, c'est que Heisenberg comprend très bien que les objets pour lesquels il a développé sa mécanique matricielle et Schrödinger sa mécanique ondulatoire ne peuvent plus être décrits de façon correcte en utilisant les concepts traditionnels de la mécanique classique, où un objet idéalisé, ponctuel, mettons, peut être décrit en donnant sa position, il est ici, et sa vitesse, il va à cette vitesse-là. Il comprend très bien qu'il y a un problème dans la définition même de la notion de position et de la notion de vitesse. Heisenberg tente alors d'appliquer le nouveau formalisme de la mécanique quantique avec ses règles probabilistes pour répondre à la question suivante. Dans quelle mesure peut-on associer simultanément une position et une vitesse précise à une particule? C'est là qu'il va déduire une des formules les plus célèbres de la physique, juste après le fameux E égale mc2 d'Einstein. Delta x, delta p, supérieur ou égal à la constante de Planck sur 2. Cela signifie que plus on tente de définir précisément la vitesse d'une particule, et plus sa position devient aléatoire, indéterminée. Inversement, plus on tente de définir précisément sa position, et plus sa vitesse sera aléatoire. La mécanique quantique ne permet donc pas d'associer simultanément une position et une vitesse précises aux objets. C'est ça le principe d'incertitude ou d'indétermination. C'est un principe d'indétermination qui nous dit que si on connaît parfaitement la position d'une particule, on connaîtra très mal la vitesse de cette particule. Et inversement, si on connaît très bien la vitesse de cette particule, alors on connaîtra très mal la position de cette particule. Et ça s'écrit delta x, parce que delta x, c'est l'incertitude dans la position, fois delta p, l'incertitude dans l'impulsion, masse fois vitesse, elle doit être toujours plus grand que cette constante fondamentale, h bar, divisé par 2. En théorie, il existe donc une limite irréductible, une sorte de compromis entre connaissance de la position et connaissance de la vitesse. Si la mécanique quantique décrit vraiment la réalité, alors ce compromis devrait également se retrouver dans les expériences de laboratoire. Pour s'en convaincre, Heisenberg réalise une expérience de pensée avec un microscope imaginaire qui serait capable de mesurer le plus précisément possible la position d'un électron. Dans un microscope, l'échantillon que l'on souhaite observer est éclairé par de la lumière. Et c'est en refocalisant cette lumière à l'aide d'un objectif à fort grossissement que l'on parvient à distinguer les détails de l'échantillon. Pour observer un objet aussi petit qu'un électron, l'onde lumineuse doit être de très courte longueur d'onde, et donc de très haute énergie, des rayons gamma par exemple. Mais en fait, les rayons gamma à lesquels on éclaire l'électron pour voir une particule, il faut l'éclairer. Donc ils interagissent avec l'électron de façon discontinue, parce qu'à cause des quanta lumineux. Et cette interaction discontinue, elle va changer la quantité de mouvement de l'électron. Donc si vous cherchez à mesurer la position de l'électron, vous altérez automatiquement sa quantité de mouvement et vous perdez l'information sur la quantité de mouvement. Pour être observé, l'électron doit interagir avec au moins un quanta de lumière, qui sera renvoyé vers l'objectif du microscope. Mais le recul provoqué par cette interaction entraîne nécessairement une modification incontrôlable de sa vitesse, qui devient alors indéterminée. Il est bien sûr possible d'atténuer cette perturbation de la vitesse. Pour cela,
il faudrait éclairer l'électron avec des photons de plus faible énergie, ce qui correspond à une lumière de plus grande longueur d'onde. Mais on perd alors en précision sur la mesure de la position, qui devient plus floue, moins déterminée. It's really a systematic impossibility of knowing where the exact particle is or what the exact momentum is, right? So we cannot do better. L'expérience de pensée du microscope fait bel et bien apparaître un compromis entre connaissance de la position et connaissance de la vitesse. Il n'existe pas d'observation neutre. Même une expérience idéale entraîne nécessairement une perturbation incontrôlable des propriétés de l'objet. C'est là une autre manière de définir le principe d'incertitude. Alors donc on a deux choses au bout du compte. On a premièrement une façon de dériver les relations d'incertitude qui viennent d'une analyse des conditions d'observation du système et une dérivation théorique. Donc la conclusion de Heisenberg, c'est que la théorie, d'accord, elle est statistique, elle ne définit pas précisément la position et l'impulsion d'une particule, en tout cas en même temps, mais le degré d'incertitude, c'est exactement le degré de ce qu'on peut mesurer. Donc la théorie quantique, elle est peut-être probabiliste dans ses prédictions, mais elle est quand même complète parce qu'elle permet de prédire autant qu'on peut mesurer. On ne peut pas mesurer plus que ce que prédit la théorie quantique. On ne peut pas mesurer les choses plus précisément que ne le dit la mécanique quantique. Il y aura donc toujours une indétermination, une zone d'ombre, dans notre connaissance des objets quantiques. Les physiciens n'ont alors pas d'autre choix que de recourir aux probabilités pour décrire ces systèmes. Avec cette découverte, Heisenberg conforte l'intuition de Max Born sur l'interprétation statistique de la mécanique quantique. En règle générale, on ne peut pas prédire la position d'une particule, simplement la probabilité qu'elle soit détectée ici ou là. Pour Heisenberg, c'est en quelque sorte la mesure qui confère sa position à l'objet. Tant qu'on ne l'a pas mesuré, il n'est nulle part. Heisenberg tient enfin son interprétation intuitive de la mécanique quantique. Une interprétation très anti-Schrödinger, où les électrons ne sont pas des ondes, mais des sortes de particules floues. Pour de tels objets, il n'y a pas de trajectoire réelle, seulement une succession de positions et de vitesses approximatives et discontinues, qui ne sont déterminées au mieux que dans la limite définie par les relations d'incertitude. Tous les objets du monde ont cette indétermination, et donc le monde est un peu flou, dans un certain sens. Mais contrairement à ce qu'on dit encore aujourd'hui très souvent, en utilisant ce vocable d'incertitude, qui est un vocable négatif, qui semble mettre en évidence l'idée que notre connaissance de la nature, et en particulier des objets quantiques, va être limitée, que nous ne pourrons pas savoir tout ce que nous avons envie de savoir sur eux, que la nature met une sorte de voile sur sa propre réalité. Contrairement à cette vision-là, ces relations, ces inégalités de Heisenberg nous donnent une clé d'accès provisoire au monde quantique parce qu'elles nous disent jusqu'où je peux aller en utilisant quand même plus ou moins les concepts classiques et à partir de quel moment, en revanche, il faut que je trouve autre chose. Donc elles jouent un rôle heuristique extrêmement positif. Avec ces quelques symboles, Heisenberg est parvenu à identifier le flou constitutif et intrinsèque du monde. Mais trop pressé de soumettre son article, il choisit de l'envoyer à la publication, alors que Bohr est toujours en Norvège. Bohr returned from his trip, learned that Heisenberg had submitted that paper, forced Heisenberg in long discussions to add a note in proof, so before publication of the paper, where Heisenberg sort of took back some of the things he had said in that paper. And Heisenberg himself reports that Bohr brought him to tears over all of this.
and that this is probably the hardest phase of his life until then, because he feels like, to some extent, his teacher thinks he betrayed him. Après une intense dispute, Bohr et Heisenberg finissent par arriver à un compromis. L'article et ses conclusions restent inchangés, mais Heisenberg doit ajouter une note afin de signaler les différentes objections soulevées par Bohr. Ce dernier lui reproche notamment d'avoir systématiquement évacué les ondes de son analyse, rendant certains de ses arguments imprécis. D'après Bohr, les relations d'incertitude sont correctes, mais trop limitées. Car ce ne sont pas seulement les variables du mouvement, comme la vitesse ou la position, qui sont déterminées ou indéterminées par les conditions d'observation. C'est la nature même de l'objet, onde ou particule, qui dépend du dispositif expérimental. En quelque sorte, le choix du dispositif, c'est-à-dire la manière dont on regarde l'objet, le force à choisir entre l'une ou l'autre des phases de sa dualité. Les natures corpusculaires ou ondulatoires ne sont plus contradictoires. Elles sont complémentaires. Bohr hatte am Anfang einige Vorbehalte gegen die Unbestimmtheitsrelation, die er wohl als einen zu speziellen Sonderfall der allgemeinen Situation der Komplementarität empfand. Aber wir erkannten doch bald, dass es keinen ernsthaften Unterschied zwischen den beiden Deutungen mehr gäbe. Dass es also nur noch darauf ankäme, den wohlverstandenen Sachverhalt so darzustellen, dass er trotz seiner Neuartigkeit auch der physikalischen Öffentlichkeit verständlich würde. Die Auseinandersetzung mit der physikalischen Öffentlichkeit kam dann im Herbst 1927 auf 2 Veranstaltungen. Einer allgemeinen Physikertagung in Como, auf der Bohr einen zusammenfassenden Vortrag über die neue Situation hielt, und dem sogenannten Solvay-Kongress in Brüssel. Au congrès Solvay, Max Born et Werner Heisenberg donnent une présentation commune, où ils exposent les nouvelles règles d'interprétation statistique ainsi que le principe d'incertitude. Ils concluent en affirmant qu'ils considèrent la mécanique quantique comme une théorie complète et achevée. Une provocation pour Einstein, De Broglie et Schrödinger, partisans d'une physique débarrassée de ses probabilités abstraites. Einstein war nicht bereit, den grundsätzlich statistischen Charakter der neuen Quantentheorie zu akzeptieren. Der liebe Gott würfelt nicht. Daher konnte Einstein sich nicht mit den Unbestimmtheitsrelationen abfinden. Und er versuchte, sich Experimente auszudenken, in denen diese Relationen nicht mehr gelten. Die Auseinandersetzungen begannen meist schon am frühen Morgen damit, dass Einstein uns zum Frühstück ein neues Gedankenexperiment erklärte, das nach seiner Ansicht die Unbestimmtheitsrelation widerlegte. Es wurden dann im Laufe des Tages viele Gespräche darüber geführt. Und in der Regel war es am Abend soweit, dass Niels Bohr bei der gemeinsamen Mahlzeit Einstein beweisen konnte, dass auch das von ihm vorgeschlagene Experiment nicht zu einer Umgehung der Unbestimmtheitsrelation führen könnte. Those discussions actually were to some extent won by Bohr, because when Einstein came with some sort of objection, Bohr would think about it long and hard, and then in the evening come with an explanation of why within his complementarity doctrine, in a way, things were okay. La victoire de Bohr sur Einstein à Bruxelles marque la fin d'une transformation profonde de la physique, démarrée 27 ans plus tôt avec le quantum de Planck. En moins de 3 décennies, une poignée de physiciens européens a complètement transformé notre compréhension des lois de la nature. La complémentarité de Bohr, l'interprétation statistique de Born et les relations d'incertitude d'Heisenberg ont formé la base d'une nouvelle compréhension de l'infiniment petit, connue aujourd'hui sous le nom d'école de Copenhague. L'école ou l'interprétation de Copenhague
donne un sens aux équations d'Heisenberg et de Schrödinger en brossant un tableau très étrange de la réalité microscopique. Une réalité dans laquelle les propriétés des objets, telles que la position, ne sont pas déterminées à l'avance, mais émergent aléatoirement lors d'une interaction avec un appareil de mesure. Einstein n'acceptera jamais cette vision aléatoire du monde, et il tentera de la réfuter jusqu'à la fin de sa vie, en vain. Près d'un siècle plus tard, la théorie quantique est toujours considérée comme la description mathématique la plus précise de la matière, et l'école de Copenhague s'est imposée comme son interprétation dominante. Bien que de nombreuses interprétations alternatives continuent d'être proposées, la vision de Bohr et Heisenberg fait encore référence. Les années 20 ont découvert la mécanique quantique en déchiffrant le mouvement des électrons. Les années 30 vont plonger plus profondément encore, au-delà du voile électronique, vers le noyau de l'atome et son redoutable secret.